Le mardi matin à Paris avait commencé comme tous les autres pour Antoine Mercier. 68 ans d'une vie méticuleusement organisée, il quittait son bureau à La Défense pour se rendre à l'étude notariale de la rue Saint-Honoré, en plein cœur de la ville. Encore un acte à signer, encore un immeuble qui porterait son nom gravé dans le marbre froid. Le chauffeur particulier l'attendait dans la Bentley noire. Mais ce jour-là, quelque chose dans l'air lourd de novembre poussa Antoine à le congédier. « Je vais marcher, Georges. J'ai besoin de réfléchir », dit-il à l'employé surpris. Le centre de Paris fourmillait de son mélange chaotique de cadres pressés, de vendeurs à la sauvette et de l'éternel balai urbain de ceux qui survivent plus qu'ils ne vivent. Antoine traversait la foule avec l'indifférence cultivée de celui qui, depuis longtemps, ne voyait plus de visage individuel dans la masse. Ses mocassins Weston de 15 000 € foulaient les pavés parisiens irréguliers, tandis que son esprit calculait des mètres carrés et des taux de rendement. Ce fut alors qu'un sanglot déchira l'air comme une lame. Ce n'était pas n'importe quel sanglot. Il y avait en lui un désespoir enfantin si pur qu'Antoine s'arrêta involontairement. À quelques mètres, 2 assistants sociaux en uniforme tentèrent de convaincre une fillette chétive de monter dans une fourgonnette blanche des services sociaux. L'enfant, qui n'avait pas plus de 7 ans, s'agrippait à un sac à dos rose délavé comme si c'était sa dernière possession au monde. « Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas. » La voix fluette résonnait entre les immeubles. « Mon grand-père va venir me chercher. Il a promis. »« Son enfant, il n'y a aucune trace d'un grand-père, » dit l'assistante sociale la plus âgée, la patience visiblement à bout après ce qui semblait être une longue négociation. « Ta mère est décédée il y a 4 jours. Tu dois venir avec nous au foyer d'accueil. » Maman a dit que s'il arrivait quelque chose, il fallait chercher grand-père Antoine. La fillette sanglotait, le petit visage sali par les larmes et la poussière. Antoine Mercier. Elle a dit qu'il habitait dans un hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés. Le nom traversa l'homme d'affaires comme un éclair. Ses jambes, qui depuis des décennies le portaient avec assurance dans les salles de réunion et sur les terrains multimillionnaires, lui parurent soudain faites d'eau. Il s'approcha du groupe d'un pas qu'il ne reconnaissait pas comme le sien. « Excusez-moi », sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Je suis Antoine Mercier. » La fillette se tourna vers lui avec des yeux énormes, bruns comme ceux de « Non, cela ne pouvait pas être ». L'assistante sociale haussa un sourcil sceptique. « Monsieur, cet enfant est en situation de vulnérabilité. Si vous n'avez pas de lien de parenté avéré. » « Quel est le nom de sa mère ?» Antoine l'interrompit, le cœur martelant ses côtes d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. « Marion, » répondit la fillette, avant qu'un adulte ne puisse parler. « Marion Dubois. Elle nettoyait des maisons à Saint-Denis, mais avant elle a vécu avec vous, grand-père. Elle me racontait des histoires. » Marion. Ce nom qu'il avait enseveli sous les décombres de son orgueil blessé 23 ans plus tôt. La fillette qu'il avait élevée comme sa propre fille dès l'âge de 2 ans, quand sa mère, Rosa, la gouvernante, avait péri dans un accident de bus. Marion, qu'il appelait papa sans qu'il ne le fût, qui avait fréquenté les meilleures écoles grâce aux frais qu'il assumait, qui s'était enfui à 16 ans après une dispute terrible à propos d'un petit ami qu'Antoine avait jugé inapproprié. Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas? Chloé, c'était le nom que les assistantes avaient prononcé, s'approcha de lui avec la confiance innocente des enfants qui n'ont pas encore appris à craindre. Maman disait que c'est toi qui avais payé son collège, que vous mangiez de la glace à la stracciatella les dimanches, que tu lisais des histoires avant de dormir. Chaque mot était une pierre lancée contre le mur qu'Antoine avait érigé autour de ses souvenirs. Il s'accroupit, ignorant la plainte de ses genoux arthritiques, se mettant à la hauteur des yeux de la fillette. De près, la ressemblance était encore plus dévastatrice, pas seulement avec Marion, mais avec Rosa, la gouvernante qui avait été plus une mère pour lui que sa propre génitrice. Comment, il déglutit difficilement, comment ta mère me décrivait-elle? Chloé renifla, essuyant son nez du revers de sa main sale. Elle disait que tu étais têtue comme une mule, mais que tu avais le cœur fondant comme un fondant au chocolat. Que tu criais beaucoup, mais que tu serrais dans tes bras encore plus. Que tu bâtissais d'immenses bâtiments parce que tu ne savais pas construire de ponts avec les gens. La précision de la description, avec des mots que seule Marion aurait pu employer, dissipa tout équivoque. Antoine sentit ses yeux piquer, des larmes qu'il n'avait pas versées depuis le jour où Marion était partie, en vérité. « Monsieur Mercier », l'assistante sociale la plus jeune intervint, consultant une planchette. « Vous ne figurez pas comme un parent de l'enfant. Légalement,
J'ai pris soin de sa mère de ses 2 ans à ses 16 ans. Antoine se leva, sa voix retrouvant un peu de son autorité coutumière. Je n'ai peut-être pas de lien de sang, mais j'ai été la seule figure paternelle que Marion ait connue. Même ainsi, il y a des procédures. L'enfant doit aller au foyer d'accueil jusqu'à ce que... Combien de temps? Il la coupa. Combien de temps resterait-elle au foyer? Eh bien, jusqu'à ce qu'un parent biologique se manifeste ou indéfiniment. Pour une adoption, un enfant de cet âge, la femme laissa la phrase en suspens. Tous deux connaissaient les statistiques. Antoine regarda Chloé, qui serrait sa petite main sale contre la sienne, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse lui aussi. À cet instant, il ne vit pas seulement la petite fille qu'il aurait pu avoir, mais la chance de réparer l'erreur la plus amère de sa vie. « Donnez-moi 15 minutes pour lui parler », demanda-t-il, surpris par l'humilité dans sa propre voix. « Juste 15 minutes, s'il vous plaît. » Les 3 semaines suivantes furent les plus longues de la vie d'Antoine Mercier. Chloé se trouvait au foyer d'accueil Sainte-Cécile, dans le 13e arrondissement, tandis qu'il naviguait dans le labyrinthe bureaucratique du système de protection de l'enfance. L'homme qui concluait des affaires de millions d'euros d'une simple signature découvrit que le pouvoir de l'argent avait ses limites lorsqu'il s'agissait de la garde d'un enfant. Chaque après-midi, religieusement à 14 heures, Antoine se présentait au foyer. Au début, les employés le regardaient avec méfiance, un riche de plus voulant jouer au bienfaiteur. Mais jour après jour, il arrivait avec des livres, des fournitures scolaires, des vêtements neufs. Il s'asseyait dans la cour usée et écoutait Chloé raconter sa journée, parler des autres enfants, de ses rêves avec sa mère. « Papy, dit-elle un de ces après-midi, tandis qu'il tentait d'expliquer les fractions avec des biscuits, tu deviens triste quand tu parles de maman? Oui, admit-il, cassant un biscuit en 2 avec une précision inutile. J'ai été injuste avec elle. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Je ne lui ai pas donné la chance qu'elle méritait. Maman t'a pardonné, affirma Chloé avec la simple certitude des enfants. Elle disait que tu as fait de ton mieux avec le cœur plâtré que tu avais, mais qu'un jour le plâtre se briserait. Antoine manqua de s'étouffer. Un cœur plâtré, c'était exactement le genre de métaphore que Marion adorait employer, mêlant la poésie à la vie pratique qu'elle menait. La garde provisoire fut finalement accordée après d'interminables entretiens, visites à domicile et évaluations psychologiques. Le jour où Chloé entra dans l'hôtel particulier de Saint-Germain-des-Prés, Antoine découvrit qu'il avait passé 2 décennies à vivre dans une maison et non dans un foyer. Mon Dieu! La petite fille tournait dans le hall d'entrée, les yeux écarquillés, tentant d'absorber la triple hauteur sous plafond, l'escalier de marbre, le lustre de cristal. « Papy, ta maison est un palais. »« Notre maison », corrigea-t-il automatiquement, et il sentit le poids de la promesse dans ces 2 mots. L'adaptation fut une révolution silencieuse. Les journaux du dîner furent remplacés par des conversations sur l'école. La table de 12 couverts, qui depuis des années ne servait qu'aux réunions d'affaires, témoignait désormais de petits déjeuners aux crêpes imparfaites et aux éclats de rire. Les week-ends, auparavant consacrés aux tableurs et aux projets, se transformèrent en expéditions au Jardin du Luxembourg, en visite au Parc zoologique de Paris, Vincennes, en après-midi pop-corn et vieux films. Madame Claire, la gouvernante qui travaillait pour Antoine depuis 15 ans, observait la transformation avec un étonnement mal dissimulé. « Monsieur, vous avez annulé votre réunion avec les Japonais hier pour assister à la fête de danse de l'école ?»« Les priorités, Madame Claire, » répondit-il, ajustant le nœud papillon que Chloé avait insisté pour qu'il porte. « Les Japonais peuvent attendre. Elle ne dansera pas la fête des fleurs 2 fois. » Ce fut Madame Claire qui appela, 2 mois plus tard, avec la nouvelle qui allait ébranler le fragile équilibre. « Monsieur, il y a un homme ici. Il dit qu'il est l'oncle de Chloé. L'oncle de sang. » Étienne Dubois était tout ce qu'Antoine n'était pas. Jeune, les mains calleuses, des vêtements simples mais impeccables, un accent limousin prononcé. Camionneur, il vivait à Limoges avec sa femme et 2 jeunes enfants. Il avait appris la mort de sa sœur par un cousin éloigné et était venu dès qu'il avait réussi à économiser pour le voyage. « C'est ma nièce, » dit simplement Étienne, refusant le café que Madame Claire offrait. « Mon propre sang. Sa place est avec sa famille. Elle est très bien ici, » répondit Antoine, luttant pour garder sa voix neutre tandis que la panique lui montait à la gorge. « Elle a une école, des soins médicaux, une stabilité. Elle a de la famille à Limoges, » rétorqua Étienne, ses yeux sombres et fermes. « Des cousins de son âge, une maison simple mais honnête,
de vraies valeurs familiales, pas ceux. Il désigna vaguement le luxe environnant, théâtre de richesse. « Vous ne la connaissez même pas !» explosa Antoine, des décennies de retenue professionnelle s'évaporant. « Où étiez-vous quand Marion avait besoin? Quand elle est morte seule dans un hôpital public? » « Je ne savais pas. » Étienne se leva aussi, les poings serrés. Marion avait coupé les ponts avec la famille quand elle s'était enfuie à Paris. Nous l'avons cherchée, mais elle ne voulait pas être retrouvée. Mais maintenant je suis là, et je vais prendre ma nièce. « Papy ?» La petite voix de Chloé coupa la discussion. Elle était dans l'encadrement de la porte, encore en uniforme d'école, les yeux effrayés allant d'un homme à l'autre. « Pourquoi vous criez ?» Étienne adoucit son expression immédiatement. « Bonjour ma petite, je suis ton oncle Étienne, le frère de ta mère. » Chloé l'étudia avec cette intensité déconcertante des enfants. « Maman n'a jamais parlé de toi. » Le coup fut visible. Étienne déglutit difficilement. « Gert, nous nous sommes disputés il y a très longtemps, mais je suis venu te chercher. Tu as de la famille à Limoges, des cousins avec qui jouer, une tante qui a hâte de te rencontrer. »« J'ai de la famille ici, » dit simplement Chloé, allant vers Antoine et lui prenant la main. « J'ai papy. » Mais la loi était claire et les deux hommes le savaient. Les liens du sang primaient. Étienne avait tous les documents, attestations, justificatifs. C'était un homme travailleur avec résidence fixe, famille structurée. Il n'y avait rien qui le disqualifie. Cette nuit-là, après qu'Étienne fut parti avec la promesse de revenir avec une ordonnance judiciaire, Antoine et Chloé s'assirent sur la terrasse, regardant les étoiles à peine visibles à travers la pollution lumineuse de Paris. « Papy, » dit-elle, la voix petite mais déterminée. « Alors, il suffit de m'adopter. Et voilà, problème résolu. » Il faillit rire de la simplicité de la solution enfantine, mais le désespoir sur son petit visage l'en empêcha. « Ce n'est pas si simple, mon amour. L'adoption prend du temps. Il y a des procédures, et avec ton oncle vivant... » « Alors on s'enfuit, suggéra-t-elle, comme maman l'a fait. »« Non, » Antoine serra sa main. « Fuir, c'est ce qui a séparé ta mère de moi. Nous ne répéterons pas cette erreur. Nous allons nous battre de la bonne manière. » Le matin du jugement s'annonça sous une pluie fine, qui rendait Paris plus grise encore. Antoine n'avait pas dormi, il avait passé la nuit dans ce qui fut autrefois la chambre de Marion, fouillant des cartons poussiéreux dans le grenier. Là, entre toiles d'araignées et souvenirs, il découvrit ce que ses avocats qualifieraient d'or juridique. Des photos de Marion de ses 2 à 16 ans, des bulletins scolaires où il signait en tant que responsable, des déclarations d'impôts où elle figurait comme dépendante, des reçus de mutuelle, des cahiers remplis de mots échangés, des dessins d'enfants où elle l'appelait « papa ». Maître Dubois, son avocat depuis 3 décennies, examina le matériel avec une excitation croissante. « Antoine, cela change tout. Nous pouvons plaider la reconnaissance de liens affectifs forts. C'est une construction juridique relativement nouvelle, mais faites ce qu'il faut, » l'interrompit Antoine. « Hypothéquez mes immeubles si nécessaire, mais Chloé ne partira pas d'ici. » La bataille juridique qui s'ensuivit fut épique en complexité. Étienne avait la loi de son côté. Il était un parent consanguin, une priorité absolue selon le Code civil et le Code de l'action sociale et des familles. Mais Antoine avait quelque chose d'aussi puissant. L'épreuve d'un lien construit sur 2 générations. Le juge désigné pour l'affaire était connu pour sa rigoureuse sérénité. Juge Bernard Moreau ne se laissait pas impressionner par le pouvoir ou l'argent. Sa seule préoccupation était l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ordonna une série d'évaluations, de visites à domicile, d'entretiens. La psychologue judiciaire passa 3 heures avec Chloé. Lorsqu'elle sortit, ses yeux étaient rougis. « Cet enfant possède une maturité émotionnelle impressionnante, » dit-elle à Antoine, « et une clarté sur ce qu'elle veut que je vois rarement. » La visite à domicile à Limoges révéla exactement ce qu'Étienne avait promis. Une maison simple mais digne, 2 garçons curieux de la cousine potentielle, une épouse accueillante qui avait déjà préparé une chambre. C'était un foyer honnête, travailleur, traditionnel. La visite à l'hôtel particulier de Saint-Germain-des-Prés montra quelque chose de différent. Le luxe, certes, mais aussi une chambre décorée exactement comme Chloé le souhaitait, avec des étoiles au plafond et une bibliothèque pleine de livres. Des dessins au mur, une routine établie, un grand-père qui avait réorganisé sa vie d'affaires pour être présent. Mais ce fut le témoignage de Chloé qui définirait tout. La salle d'audience était bondée le jour du jugement final. Étienne avait fait venir sa famille.
Antoine n'était accompagné que de Madame Claire, qui avait insisté pour venir lui apporter son soutien moral. Chloé fut appelée à être entendue séparément, une procédure standard pour protéger l'enfant de la pression des adultes. 40 minutes s'écoulèrent. Lorsque la porte s'ouvrit et que Chloé sortit, accompagnée par la psychologue judiciaire, ses yeux étaient secs mais déterminés. Elle regarda Étienne, puis Antoine, et alla s'asseoir exactement au milieu entre les deux groupes, comme si elle refusait de choisir son camp à cet instant précis. Le juge Moreau ajusta ses lunettes et commença à lire sa décision d'une voix posée. « Cette affaire présente une complexité rare, commença-t-il. D'un côté, nous avons un oncle biologique, travailleur, avec une famille structurée, qui offre à l'enfant un foyer traditionnel et le contact avec ses parents de sang. De l'autre, nous avons un homme sans lien de consanguinité, mais avec des preuves irréfutables d'avoir exercé un rôle paternel auprès de la mère de l'enfant et d'avoir maintenant établi un lien profond avec elle. » Étienne se pencha en avant, plein d'espoir. Antoine ferma les yeux, se préparant au pire. « La loi favorise les parents biologiques, » poursuivit le juge Bernard Moreau, et Étienne faillit sourire. « Mais la loi reconnaît également de plus en plus que la famille ne se définit pas uniquement par le sang. Le concept de famille socio-affective, construite par l'amour, le soin et la cohabitation, gagne en force dans notre jurisprudence. » Chloé a été très claire dans sa déposition. Maître Dubois la regarda directement. Elle a dit, et je cite, « La famille, c'est celui qui reste. Mon oncle Étienne semble être un homme bon, mais c'est un étranger. Papy Antoine n'est peut-être pas mon grand-père de sang, mais c'est mon grand-père de cœur. C'est lui qui m'a tenu quand j'ai pleuré pour maman. C'est lui qui m'aide avec mes devoirs, qui a appris à faire ma coiffure préférée, qui a changé toute sa vie pour prendre soin de moi. Si ce n'est pas ça la famille, alors je ne sais pas ce que c'est. » Le silence dans la salle était absolu. Même Étienne semblait ému. Considérant l'intérêt supérieur de l'enfant, le juge poursuivit, considérant les liens établis, la stabilité émotionnelle et matérielle offerte, et principalement, considérant le souhait clairement exprimé par Chloé, cette cour décide d'accorder la garde définitive à M. Antoine Mercier, le reconnaissant officiellement comme grand-père socio-affectif. Le cri de joie de Chloé fut suivi par ses pas pressés. Elle se jeta dans les bras d'Antoine, qui l'étreignit fort, les larmes coulant enfin librement sur son visage. Mais, le juge leva la main pour demander l'attention, cette cour reconnaît également le droit de M. Étienne Dubois de maintenir un contact avec sa nièce. Nous établissons un régime de visite, à convenir entre les parties, et la possibilité pour Chloé de passer une partie des vacances scolaires à Limoges, si elle le souhaite. Étienne se leva lentement. Un instant, la tension dans la salle fut palpable. Puis il s'approcha d'Antoine et Chloé, toujours enlacés. « Prends bien soin d'elle, » dit-il simplement, la voix rauque d'émotion. « Elle est tout ce qui reste de ma sœur, de toute ma vie, » répondit Antoine, tendant la main qu'Étienne serra fermement. « Oncle Étienne, » appela Chloé, toujours dans les bras d'Antoine, « maman t'aurait aimé. » Tu as ses yeux. L'homme simple de Limoges ne put répondre. Il se contenta d'acquiescer et quitta la salle avec sa famille, la dignité intacte malgré la défaite. Cette nuit-là, pour la première fois en 2 mois, Antoine Mercier dormit sans cauchemar. Chloé était en sécurité dans la chambre d'à côté, officiellement sa petite-fille, légalement sa famille. Le lendemain matin, tandis qu'il préparait des crêpes désastreuses que Chloé mangeait en riant, il appela son avocat avec de nouvelles instructions. Créer l'Institut Les Liens du Cœur, en mémoire de Marion, pour aider les processus d'adoption et la reconnaissance des familles socio-affectives. « Tu sais, papy, » dit Chloé, léchant le miel de ses doigts, « maman a toujours dit que tu apprendrais un jour à construire des ponts. » Elle ne savait juste pas que le premier pont mènerait jusqu'à moi. Antoine cessa de faire semblant de manger les crêpes brûlées et regarda la fillette qui avait transformé sa maison en foyer. Sa mère a toujours été plus sage que moi. Il m'a fallu 68 ans pour comprendre que le bâtiment le plus important n'a ni ascenseur, ni parking. Il a quoi alors? Il a des rires au petit déjeuner, des dessins sur le réfrigérateur, et une petite fille qui m'apprend chaque jour que l'amour ne se construit pas avec du béton, mais avec de la présence. Chloé sourit, ce sourire qui était Marion, qui était Rosa, qui était toutes les chances d'amour qu'Antoine avait failli perdre. Alors construisons plus de ponts, papy. Le monde en a besoin. Et c'est ce qu'ils firent.
L'Institut Les Liens du Cœur deviendrait, dans les années suivantes, une référence nationale en matière de défense des familles socio-affectives. Mais ceci est une histoire pour un autre jour. Ce matin-là, fait de crêpes brûlées et de miel collant, l'important était qu'un homme qui avait bâti un empire de béton avait finalement appris que la famille se construit avec quelque chose de bien plus résistant, le choix quotidien d'aimer. La photo que Madame Claire prit à ce moment-là, Antoine et Chloé riant, couverts de farine, la cuisine un désastre complet, serait la première de nombreuses à décorer l'hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés. Car une maison sans photographie n'est que béton et briques. Mais une maison avec des souvenirs sur les murs, celle-là est un foyer. Et si quelqu'un demandait à Chloé des années plus tard, lorsqu'elle deviendrait elle-même directrice de l'Institut, comment elle définirait la famille, elle répondrait toujours de la même manière, avec la sagesse apprise à 7 ans dans une salle de tribunal. La famille, c'est ceux qui restent. C'est ceux qui choisissent de rester, même quand partir serait plus facile. C'est ceux qui transforment un mardi quelconque en pour toujours, juste parce qu'ils ont décidé de dire oui.